Voilà, nous sommes donc autour du plateau. Ça se discute avec nos chroniqueurs. Julio Tometi, bonsoir. Bonsoir Théodule, bonsoir à tout le plateau et aux téléspectateurs. Merci. Victor Boko, Bonsoir bonsoir. Théodule. Merci d'être là. Bonsoir au plateau également et puis bonsoir à tous ceux qui nous suivent derrière le petit écran. Merci beaucoup. Et puis le doyen Alphonse Moïse Soudé, bien sûr présent, bien présent. Oui, bonsoir à vous, Théodule. Je rappelle que nos amis Oui. nous ont fait faux bon hier. On va leur tirer les oreilles tout à l'heure. Eh oui, ça c'est le grand frère qui a parlé. N'est-ce pas, François-David Dumont? Certainement. Voilà. Alors, hier. On a suivi ça sur l'application télé. Voilà. Sur l'application Merci, merci. Très bien. Merci, félicitations. Là, la pénition ne serait plus celle que ça devait être. Alors, dans l'après-midi d'hier, le monde entier en griffe s'est arrêté. En griffe, oui. Parce que il y a que Facebook, WhatsApp, c'est, je dirais, produits en griffe auxquels on est vraiment accroché. On cessé de travailler. Alors, ça a créé beaucoup d'émoi dans la vie, le comportement de tout le monde, à travers le monde entier. Alors, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Sommes-nous indéfiniment indépendants, sinon dépendants de ces produits, de ces logiciels de Facebook et autres? C'est là la grande question qui va susciter quelques réactions ici autour du plateau. Alphonse Moïse Soudé, vous avez certainement aussi eu ce ressentiment hier. C'était comme si tout s'arrêtait autour de vous. Non, ce qui m'a surpris, j'étais en plein échange. Quand le message n'est pas parti, je me suis dit que c'est au niveau certainement de mon téléphone. Et je suis parti du premier réseau au second réseau, j'ai changé, j'ai redémarré le téléphone plusieurs fois, j'ai constaté que bon, ça ne passait pas. Je me suis dit que forcément, il y a un problème. Ce n'était pas ça la seule. Même ceux qui devaient faire les mobile money, on ne pouvait pas faire d'envoi. On peut faire des retraits, mais pas d'envoi. Donc il y a eu un problème technique et j'ai vu le branle-bas. Rapidement, les Béninois se sont rabattus sur une autre application de discussion, notamment Telegram. Tous ceux qui détestaient Telegram rapidement ont téléchargé Telegram. Donc j'ai compris que c'est dangereux quand même que notre vie soit liée exclusivement aux réseaux sociaux. J'ai vu des gens hier s'emporter parce qu'ils estiment que c'est leur outil de travail, ça leur permet de faire des business, qu'ils étaient en pleine négociation avec les partenaires. J'ai dit, bon, ça veut dire que nous devons apprendre à nous débarrasser de temps en temps de cet appareil-là. Parce que j'ai vu des gens qui ont veillé toute la nuit pour attendre le retour de WhatsApp. C'est pas normal, ça. Donc, il faut que nous puissions nous débarrasser de cette dépendance-là. C'est vrai qu'on en a besoin parfois pour travailler, mais à partir d'une certaine heure, nous avons besoin de laisser notre cerveau et notre corps se reposer. Parce que quand nous devenons dépendants de cette affaire, parfois les gens... j'en ai vu encore ce matin des gens qui sont au volant, et tout en écrivant, c'est pas possible. C'est comme si, bon, sans WhatsApp, sans les réseaux sociaux, on n'a plus d'existence. Donc je voudrais que, suite à ce qui s'est passé hier, parce que personne ne me dira qu'il n'a pas été touché, il n'a pas été atteint. Tout au moins, vous avez des appels à faire sur WhatsApp, mais le réseau ne passe pas. Donc, il va falloir qu'à partir de cet incident-là, que nous puissions reprogrammer notre vie. C'est vrai qu'on peut utiliser les réseaux sociaux, mais il faut désormais les utiliser avec modération. Oui, les utiliser avec modération, Julio Tometi. Est-ce possible aujourd'hui? Parce que cette dépendance n'a-t-elle pas des inconvénients à tous les niveaux, sur le plan social, sur le plan économique, etc. C'est des choses sur lesquelles nous devons quand même penser. Non, je ne sais pas ce qui dérange, ce qui dérange la dépendance ne peut plus déranger parce que ça fait partie de notre quotidien. Vous savez, avant, quand vous vous levez le matin, vous allumez votre radio. Aujourd'hui, quand vous vous levez, c'est le téléphone que vous touchez premièrement. Pour vous informer, vous allumez la radio, vous allez vers les kiosques, vous allez sur la Bapala. Aujourd'hui, c'est le téléphone. Pour vous informer de ce qui se passe à l'extérieur, un peu partout dans le monde, c'est le téléphone. Aujourd'hui, les réseaux sociaux passent plus vite l'information que les médias officiels, traditionnels. Et donc, quand nous laissons l'utilisation domestique, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux,
toutes les activités commerciales se font. Hier, vous êtes obligé de voyager pour atteindre quelqu'un. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez facilement accès à ces personnes-là. Vous avez besoin de conquérir un marché, un grand nombre de personnes pour faire voir votre produit. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous n'avez pas besoin d'un emplacement. Rien qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez atteindre le nombre incalculable de personnes que vous souhaitez. Donc, ça fait partie de notre quotidien. Et c'est ce qui justifie un peu notre dépendance. Nous sommes dépendants. Et pour combien de temps? Ce n'est pas un mal en soi. Et avec ce qui s'est passé hier, c'est ça que l'autre chose, véritablement, en termes de dépendance, vous voyez aujourd'hui, l'utilisation de ces médias sociaux, on fait jusqu'à ce que, même au plus haut niveau, en fait, des États, c'est la même chose. Vous savez, il y a le porte-parole du gouvernement qui fait des séances périodiques. C'est à travers, c'est-à-dire avec lequel, comment on l'appelle, je ne voudrais pas me substituer à Asgouv, par exemple. Asgouv, par exemple. Non, c'est les réseaux sociaux. Imaginez que le gouvernement devait faire passer, bon, peut-être cette séance devait se tenir hier, donc ça n'aurait pas pu. Aujourd'hui, les meilleurs canaux de communication, même que le gouvernement utilise, c'est à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et autres là. Donc, nous sommes tous dépendants des dépendances, si on veut le dire. Et dans cette dépendance-là, quand nous créons notre souveraineté, même en dépend. Quand je prends au plus haut sommet de l'État, c'est pourquoi je me dis la dépendance n'est pas un problème. Le problème, c'est de trouver des solutions, des mécanismes alternatifs pour ne pas être soumis souvent ou bien toujours au désintégrateur des autres. Ça veut dire quoi? L'expérience a montré qu'il y a certains pays qui, au-delà de ces médias, de ces réseaux sociaux, ont quand même des canaux, soit au plan national, d'accord, ou peut-être régional, pour ne serait-ce que lorsqu'il y a problème, avoir toujours un moyen de communication. J'ai entendu parler d'un réseau comme ça au Nigeria. Il y en a un en Chine, lorsque peut-être ils veulent, puisqu'il arrive de vouloir s'écarter quelque peu du monde à un moment donné, ils ferment tout ce qui est extérieur et vous ne pouvez communiquer qu'à l'intérieur par le biais de ces... Non, c'est systématique. La Chine ferme tout. Tout ce dont on parle là n'est pas disponible en Chine. donc en fait, c'est que je dis, au-delà de... Puisque nous sommes déjà dedans, mais il faut arriver à développer d'autres canaux internes qui nous permettent, quand bien même il y a des difficultés, parce que le problème c'est quoi? Aujourd'hui, on peut nous mettre tous sous coupole. Tout c'est que nous avons l'information aujourd'hui parce qu'on veut que nous ayons l'information. C'était même heureux hier que ce n'était que les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et Twitter. Imaginez si c'est l'Internet qui est coupé. C'est des choses qui arrivent. Ou bien peut-être on n'a pas assez à l'Internet. Le dégât, en 24 heures, hier on a parlé de l'entreprise Facebook qui aurait perdu plus de 7 milliards. Ça, c'est en quelques heures. Imaginez toute la connexion coupée pour 24 heures, ce que ce monde-là devient. Donc, chacun devait... Ce qui s'est passé hier, c'est peut-être un signal qui annonce peut-être d'autres choses ou bien d'autres utilisations qu'on aurait pu faire du saut lorsqu'on veut mettre les autres bien des États sous... Parce que aujourd'hui, là, en fait, c'est la plus grande diplomatie aussi, là, au niveau de Facebook. Vous avez vu un peu pour sanctionner, par exemple, un chef d'État qui sortant, qui a eu des écarts. On a fermé son compte Twitter, Facebook et autres. Et vous voyez dans quel état il s'était retrouvé. Il a même saisi des tribunaux. Je ne sais pas finalement comment ça s'est dénoué, mais ça devient... ce n'est pas un mal, mais ça devient une dépendance dont nous devons penser pour voir quelles sont les formes d'alternatives que nous pouvons nous avoir pour quand même que cette dépendance soit quand même un peu oui, merci Victor Boko. Cette dépendance dont on parle, diversement appréciée de toute façon, est-ce qu'on peut s'en départir? Et pour cette dépendance, ce serait pour combien de temps encore, selon vous? Non, il faut préciser que de manière indubitable, on ne peut pas s'écarter des réseaux sociaux. Pour le moment. À moins de décider de s'isoler du monde. En fait, il faut pouvoir vivre avec. La difficulté ici, c'est que un État souverain qui aspire à être présent sur la scène internationale a besoin de certains canaux, de certains mécanismes de communication. Quand on prend les pays comme la Chine, là, Tometti le disait si bien, on a WeChat par exemple en Chine. Pour le séjour que j'ai pu faire en Chine, écoutez, les autres réseaux sociaux, vous ne pouvez pas. Difficilement, j'étais dans une délégation béninoise quand nous étions en Chine, difficilement nous avons pu utiliser Facebook, nous avons pu utiliser WhatsApp. Pour le faire, il fallait utiliser les VPN. Donc pour se rediriger vers un autre pays avant d'avoir accès à Facebook. Tout est contrôlé. Alors, ils ont WeChat qui leur permet de communiquer, pratiquement similaire
à WhatsApp avec d'autres fonctionnalités. Mais je dis, revenons chez nous en Afrique. Il y a la difficulté. C'est vrai qu'il y a des velléités de mise sur la scène de certains réseaux sociaux, typiquement africains. Mais écoutez, l'Africain préfère s'arrimer à ce qui se fait à l'extérieur et oublie justement d'avoir une propriété, une petite marque qui permet, quand viennent ces moments difficiles, de s'arrimer en cela. Et combien ont confiance encore à ces outils que les Africains eux-mêmes mettent à disposition. Le problème, il est fondamental. Écoutez, il a si bien dit, quand vous levez le matin, c'est d'abord le téléphone. Et donc, tout cela est arrimé à Internet. Vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises qui ont eu des préjudices énormes hier, parce que simplement ces entreprises-là n'ont pour interface ou de visibilité que WhatsApp ou Facebook. Beaucoup de startups, d'autres structures innovantes ne vivent ou ne sont greffées qu'à WhatsApp et à Facebook ainsi que Instagram. Il ne faut pas oublier les influenceurs. Et même les influenceurs, il y a eu un blackout. Et je pense que nos États, pour revenir, parce que nos petits pays difficilement peuvent émerger en termes de propositions, de trucs, parce que là, c'est un peu difficile. Mais au niveau de la CEDEAO, on peut faire la promotion d'un réseau social qui prend. Parce que pour que cela prenne, il faut du monde. La Chine réussit parce qu'il y a du monde et il y a toute une garantie autour. Facebook a pris parce que au-delà, c'est toute une grande promotion qui a été lancée. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous pouvons en arriver également à créer des réseaux innovants qui intéressent. Je reviens à nos États. Écoutez, même les canaux digitaux au niveau du gouvernement et autres, difficilement les gens ont pu s'exprimer. Internet n'était pas coupé, certes, mais difficilement les gens ont pu faire passer des messages, on peut communiquer avec l'extérieur. Donc, il revient à dire que le mal, il est là. Comment est-ce que nous nous arrangeons justement pour éviter cette forte dépendance au niveau des réseaux sociaux, pas pour s'en départir, pas pour s'en défaire, mais pour créer les conditions alternatives de sorte que nous ayons nos canaux d'information et de communication. Implication économique, sinon quelques pertes économiques constatées à travers le monde. Si nous prenons les entreprises africaines et béninoises qui n'ont pas fonctionné pendant ces 5 heures d'horloge de panne, c'est énorme, c'est une perte. Oui, les entreprises européennes aussi, australiennes, sud-américaines, ainsi de suite. Ce que veut dire, je ne souscris pas forcément à... Je pense que c'est une affaire avant Facebook, il y avait High Five, il y avait beaucoup de réseaux sociaux. Dans quelques années, peut-être, Skype existe toujours. Peut-être que dans quelques années, on a bien vu, Skype existait, mais Zoom est passé par là. Zoom est devenu la chose et l'interface révolutionnaire. Dans quelques années, ce sera peut-être autre chose, la technologie évolue. Par rapport, la Chine, c'est un cas particulier. C'est une, je pense que même s'ils étaient moins nombreux, peut-être que ça aurait été toujours le cas. Comment courir? Parce que c'est une option politique, c'est une option, c'est le contrôle de l'information. Prenez par exemple Alibaba et Amazon. Ça a été la même chose. Il n'est pas question qu'Amazon florisse en Chine. Nous allons créer quelque chose et avec 1,4 milliard d'habitants, la rentabilité est là. Encore que ça n'a échappé à personne que depuis 4 ou 5 mois, plus personne ne voit Jack Ma, le patron d'Alibaba qui faisait le tour un peu, qui venait en Afrique, ainsi de suite, parce que simplement le Parti communiste l'a verrouillé et on ne le voit plus nulle part. Et s'il ne sait pas faire, peut-être qu'il peut atterrir en prison comme beaucoup d'autres, parce que le Parti communiste considère qu'à un certain niveau, tous les gros patrons d'entreprises en Chine sont devenus tellement indépendants qu'ils commencent par toucher et bousculer un peu la ligne du parti. Donc ça, c'est un peu le cas de la Chine. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé hier, ça va encore arriver, parce que c'est déjà arrivé. Peut-être on n'a pas fait attention, c'est déjà arrivé. Ça a duré quelques minutes. C'est pas la première fois que ça c'est survenu. Hier, c'est peut-être la concomitance Facebook, Instagram et WhatsApp. Tout le monde a oublié qu'il y a Twitter. Je pense que Twitter n'a pas été arrêté. Il y a beaucoup les influenceurs, peut-être pas chez nous au Bénin, les influenceurs. Moi, c'est sur Twitter que j'ai appris que Facebook avait, les autres réseaux sociaux avaient un blocage. Twitter aussi est assez réactif, donc on n'était pas forcément dépourvu. Donc ce que je veux dire, c'est que créer un réseau social, oui,
Un pays comme le Nigeria qui a 300 et quelques millions d'habitants peut le faire. Le plus important, c'est que vous ne pouvez pas vous mettre... Tout le monde ne peut pas faire comme la Chine. Vous ne pouvez pas vous mettre en vase clos. Prenez l'exemple, par exemple, du Nigeria. La dépendance dont on parle... Non, la dépendance est d'abord personnelle. Parce que vous ne pouvez pas reprocher aux gens... Il y a beaucoup de gens qui font du marketing sur Facebook. C'est tout un marché. Ça rapporte des millions. Il y a des Béninois, des Togolais qui vivent simplement avec leur boulot sur... Il y a beaucoup de termes de référencement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de business qu'on développe autour de ces réseaux sociaux, que ce soit sur WhatsApp également. Donc il y a beaucoup qui ont des partenaires d'affaires, qui avaient des rendez-vous programmés, et ainsi de suite. C'est vrai que pour les rendez-vous programmés, on peut se rabattre sur d'autres moyens, mais bon, il y a des communautés à manager, quand des gens ont des produits, donc ils ont des annonces à faire, ainsi de suite, donc ça peut impacter. Ce que je veux dire, c'est que je l'évoquais tout à l'heure, depuis juin, Twitter a interdit par exemple au Nigeria. Simplement parce que il y a une publication du président Buhari qui a été retoquée par le patron de Twitter, et le président Buhari a depuis 3 ou 4 mois, Twitter est interdit au Nigeria. C'est vrai qu'on arrive à contourner, mais ça fait perdre des millions. Il y a un journal américain qui a fait le compte, là, ça fait perdre des centaines de millions de dollars aux Nigériens, aux entreprises qui ont développé des business models sur ça. Donc je pense que la dépendance est d'abord un problème personnel. Disons que il faudra éviter qu'on tombe malade de ce type. Je pense que c'est reconnu en Europe même comme un problème de sécurité, de santé publique. Je pense que c'est le combat le plus important, parce que certains sont tombés malades hier parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Très bien. Mais en termes de modèle, de plateforme, ainsi de suite, la technologie est toujours en mutation. Peut-être que demain on sortira quelque chose de révolutionnaire. Certainement que Alphonse Moïse Soudé n'a pas la même appréhension. Non, vous savez, c'est bizarre. Oui. Moi, j'ai vu Bill Gates créer une école aux États-Unis où les enfants sont sevrés des réseaux sociaux. Parce qu'ils ont fini par mesurer l'impact nuisible des réseaux sociaux. Donc, c'est une école où des parents payent des millions où ils envoient leurs enfants et ils sont sevrés des réseaux sociaux parce qu'ils se sont rendus compte que les réseaux sociaux ont formaté nos vies. Donc, ces enfants-là sont mis, on les éduque à l'abri de cela. Écoutez, quand ça devient une addiction, ça vous rend malade. Ça vous rend malade. Donc on peut s'en débarrasser. Moi, je connais des cadres ici au pays, il leur arrive tout un week-end de ne pas se connecter. Parce que c'est vrai que c'est un outil de travail, mais il y a des personnes qui exagèrent. Vous ne pouvez pas. Vous savez, moi je connais des gens de 23h jusqu'à 6h du matin. Ils ne dorment pas. Quel business on fait à cette affaire-là? Je pense que c'est pas une boutade. Mais ce qu'il dit, c'est pas une boutade parce que c'est encore, je pense, c'est une information vérifiée. La plupart des patrons des GAFA, comme on les appelle, interdisent strictement à leur propre progéniture d'utiliser les moyens, pas strictement, mais ont des pourquoi? Très limité. Parce que les études ont montré que entre 5 ans et je crois 16 ans, 17 ans, il y a énormément d'études là-dessus. L'utilisation des smartphones fait perdre de l'attention, surtout aux plus jeunes. Donc je pense que il y a beaucoup de moyens. Je pense que c'est un véritable problème, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, dans le processus d'apprentissage. Je pense déjà que on doit reprendre. Nous allons écouter Victor. Ce qui s'est passé hier, qui se sont. Moi, j'ai connu des gens qui se sont énervés, qui se sont emportés, mais qui ne font pas les affaires. Ils ne sont pas des opérateurs, ils ne font pas les affaires, ils font autre chose. Ils attendaient la publication de Moïse Soudé sur WhatsApp. Il faut savoir aussi les choses. Hier, alors qu'on s'attendait à utiliser ces réseaux sociaux, sans même être averti, on a été coupé. Et cela a montré justement notre attachement à ces réseaux sociaux, mais également a mis en mal justement notre vulnérabilité, notre dépendance de ces réseaux-là. La dépendance dont nous faisons cas ici n'est pas celle qui nous conduit à l'addiction. Non, il est plutôt question de voilà comment un acteur, un personnage de 37 ans qui arrive à lancer une plateforme qui met sur le marché des réseaux sociaux où le grand nombre va s'engager, où le grand nombre l'utilise comme moyen de communication et du coup, on est privé.
La question qui se pose alors, comment est-ce que nous faisons face justement à ces cas de figure, tant même autres que ce n'est pas la première fois que cela va arriver. Et nous disons, écoutez, notre modèle a des difficultés parce que même nos gouvernants ils communiquent avec ces réseaux sociaux-là. Alors qu'on aurait pu penser, en trouvant nous-mêmes à notre niveau, le système qui nous permette de communiquer. Au lieu de s'arrimer justement à Facebook, à WhatsApp, arrive, certains seront, à Twitter. Certains seront en train peut-être c'est là la grande Une difficulté. nuance. Nos gouvernants communiquent avec nous, avec ces réseaux. Oui. Les gouvernants, il y a beaucoup d'autres réseaux avec Mais lesquels ils nous empêchent les pas de gouvernants dormir. communiquent. Et donc, Non, nous sommes les d'accord. gouvernants ne sont pas démunis face à ce type de situation. En tout cas, les gouvernants bien organisés ne sont pas démunis. C'est vrai, pour communiquer avec leur population, ils utilisent ce qui est accessible aux populations. Mais il y a des, on va dire, en griffe, c'est le même mécanisme. Il y a des techniques, des moyens de communication plus appropriés pour ce niveau de responsabilité. Voilà, Julio Tometi. Retournez aux pages internet, retournez à la radio, retournez à la télévision, tout simplement. Ce que je voulais dire, c'est précisément ce que M. Bokov nous dit tantôt. En fait, au-delà de ces réseaux, trouvons en fait des mécanismes internes qui nous permettent de toujours pouvoir, ne serait-ce que communiquer entre nous, c'est-à-dire au sein d'un État ou au sein d'un espace comme la CEDEAO. Si il arrivait qu'au plan international, on a de ces pannes ou bien de ces bugs-là. Parce que l'autre situation la plus dramatique que l'on pourrait voir, c'est quand peut-être le Bénin, peut-être, ou bien les gouvernants béninois sont mal à partir, c'est une question de souveraineté, peut-être avec peut-être les Nations Unies décident par exemple de sanctionner et dire bon, on vous coupe tout le lien de communication d'abord entre vous, et peut-être avec l'extérieur. Vous dites, c'est le seul moyen de communication que l'on n'aurait pas rendu disponible peut vous faire faiblir. Mais dites aux téléspectateurs qu'en Afrique, le président africain utilise ça le jour des élections. Dites ça aux téléspectateurs. Ce n'est pas seulement les Blancs. Nos gouvernants en Afrique, le jour des élections, nous coupent la connexion pour pouvoir... Je voudrais rectifier ça. Non, c'est la... Je voudrais rectifier ça. Vous attaquez aux autres, les Africains. Le Congo le fait régulièrement. Je voudrais rectifier ça pour que peut-être ça ne reste pas dans l'imaginaire que les gouvernants africains coupent l'Internet. On dira peut-être, pour bien dire les choses, que peut-être, puisque nous avons droit à l'information, le gouvernement n'a pas garanti l'accès à l'Internet ou l'accès à l'information. Non, ce n'est pas de la phraséologie, parce que moi, je n'ai pas la preuve qu'un gouvernant a coupé l'Internet. Donc, je constate simplement que le gouvernement ne m'a pas garanti l'accès à l'information, l'accès à Internet. Donc, on s'en arrête là pour revenir à ce que nous étions en train de dire. Cette dépendance poussée, nous sommes à un niveau où on ne peut plus faire marche arrière. Et je pense en fait, même les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés maintenant, ils ont commencé par de petits cercles avant de se développer. Peut-être, moi j'imagine même que c'est des choses même que dans l'imaginaire au départ, les gens ne pensaient même pas que ça allait prendre une telle niveau qui ne croyait pas. Donc ça veut dire que au-delà de ce qui existe, nous pouvons toujours penser à créer le marché. Vous savez, Facebook, WhatsApp existe, quand même, on a créé et truc là, Telegram qui est similaire. Il y a même d'autres que j'ai découvert même hier, parce que quand ça s'est passé hier, vraiment, il y a plein d'alternatives en fait. Donc, on peut toujours créer, et essayer de, même si c'est peut-être dans un CRS, mais au sein d'un pays, ça finira par prendre, ça finira par se développer. C'est qu'on continue à l'entretenir, on continue à investir et que l'utilisateur n'en manque pas. Je veux juste répondre à ce que Moïse Alphonse souligne. C'est vrai, on a le droit à l'information comme vous dites, mais c'est pas forcément une atteinte au droit que de couper Internet. Parce que je vous rappelle que si on était en 94 au Rwanda, avec Internet, couper Internet aurait peut-être permis qu'on n'ait pas les messages incendiaires sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a des moments où des gouvernants en toute responsabilité, au vu de certaines situations, peuvent se dire, écoutez, non, je ne les encourage pas, mais on ne peut pas simplement dire non, que c'est une atteinte. Non, ça peut être justifié. Parce que si en tant que gouvernant, en toute responsabilité, vous vous dites, écoutez, face à cette situation... Non, attendez. La Chine fait la même chose. Pourquoi vous voulez comparer les pays à la Chine? Non, la Chine le fait ou pas? La Chine fait la même chose. Parce que la Chine fait, d'autres États, un modèle, c'est ça? Non,
c'est pas parce que les autres États le font que c'est un modèle non plus. C'est pas parce qu'il C'est y a ce que je Internet. Non, c'est pas parce qu'il y a Internet que c'est un droit systématique et que parce qu'on a coupé Internet que oh là là, on viole le droit des gens. Bah, si couper Internet, ne serait-ce qu'une heure, peut vous permettre d'économiser des vies humaines, il faut le couper. Que les gens soient d'accord ou pas, il faut le couper. Je ne fais pas la promotion de couper Internet, mais on ne peut pas systématiquement dire, ah non, jamais, on ne peut pas couper Internet. Il peut arriver qu'un gouvernement, encore une fois, en toute responsabilité, se dise, en face de cette situation, il est préférable que je coupe Internet et que j'en subisse les conséquences, l'opprobre, voilà, les critiques, ainsi de suite. Ça peut arriver. Oui. Je ne donne pas cet exemple pour rien. Si c'était le cas, même au Congo, en ce moment, si c'était le cas, ça pourrait éviter des vies. Ça peut éviter le fait que les gens s'insultent, ainsi de suite, et qu'on en arrive à une situation, même en Côte d'Ivoire à côté. Ça pourrait sauver des vies. Je ne suis pas d'accord qu'on propose cette extrême là. C'est dangereux de dire ça sur un plateau. Non, c'est pas dangereux. On ne peut pas encourager le gouvernement à couper l'Internet. Non, ce que vous dites, quand vous dites... Mais généralement, quand le gouvernement coupe l'Internet, j'ai suivi le cas. Ce droit dont vous parlez date de quand? On a dit que c'est une panne. Ce droit dont vous parlez date de quand? Je crois qu'on ne va pas mener ce débat où on va encourager les gouvernements. Nous allons... Point non de couper l'Internet. Je n'ai pas dit point oui, point non. Je dis il y a des situations où un gouvernement peut être amené à faire ça. Je ne le justifie pas. Je dis que c'est important. L'appréciation de cette situation qui reste subjective. Oui, ça ne peut être que subjectif. Ça ne peut être... C'est ça qui fait rentrer, c'est ça qui rentre dans le décor. Ce que vous pouvez apprécier, un gouvernement peut penser, d'accord, que le seul fait que, bon, quelqu'un veut dénoncer telle chose, c'est déjà compromettant pour la stabilité du pays. Et donc, chaque fois qu'il sent le moindre danger, selon lui, son appréciation, il coupe. Donc, oui, mais on n'en est pas encore là. Pour moi, ce n'est pas... Non, je n'encourage pas. Je dis... Vous avez dit c'est le gouvernement, c'est vous qui encouragez ça. Non, je dis... Et ça, je vous dis... Non, ce qu'on ne peut pas dire qu'à tous les coups, un gouvernement qui coupe Internet est dans le décor. C'est faux. D'ailleurs, ce droit est un droit nouveau. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait au plus 10 ans qu'on en parle. C'est dangereux. En quoi c'est dangereux? Nous allons... Ce que moi j'ai noté, non pas quoi, ça peut finir avec ce sujet-là. Oui. Ce que j'ai noté, c'est dans un documentaire où, d'accord, c'est des trafiquants, un grand réseau de criminalité. Et donc, parce que les gens devaient se voir un jour dans un lieu, on a dû couper la téléphonie mobile dans la zone, sur un rayon de 10 km. Il y a des gens, après l'événement, ça fait un truc de 1 heure, mais il y a eu beaucoup de plaintes. Et donc, pour justifier, on justifie en fait la lutte contre la criminalité. C'est vrai, on vous a coupé peut-être le téléphone, ça vous a fait manquer des opportunités, ça vous a gâté beaucoup de choses, mais c'est pour une raison sécuritaire. Et donc, c'était la conclusion en fait de la position des jurés. Parce qu'en fait, les jurés n'étaient même pas seulement que des juges de profession. Il y a les membres du jury qu'on choisit selon les mécanismes, donc les populations qui sont membres du jury. Un jury populaire. Voilà, et donc, parce que c'est comme ça a été géré. Donc, si on peut justifier, d'accord, la brimade, mais la mise sous veilleuse d'un droit fondamental, d'accord, en préservant ces populations d'un danger, ça peut justifier. Mais on ne faut pas donner cette caution aux acteurs politiques. Les acteurs politiques, une question, surtout au plan africain, sont ce qu'ils sont. Je refuse que vous interdiez les Africains. Nous allons évoluer pour se poser cette question. Oui, aujourd'hui, est-ce que, regarde ce qui s'est passé hier, certains regrettent le décès de Mohamed El Kadhafi, l'ex-président libyen, dans l'union d'un projet, où on pourrait avoir un truc assez puissant et se départir de tout ce qui concerne Facebook américain, etc. Avant que vous n'ayez plus, je voulais juste faire remarquer pour que vous sachiez, parce que Mohamed Kadhafi, d'accord, oui, il voulait un grand projet. Toujours est-il que pour ses propres communications, c'est une entreprise française qui lui a installé tout ce qu'il a comme communication secrète. Je ne sais pas si vous comprenez la contradiction. Oui. C'est-à-dire que quand son bunker a été démantelé, on s'est rendu compte de beaucoup de supercheries. Quand on crie, oh là là, on va faire ci, c'est-à-dire que les mêmes avec qui ils se battaient, c'est eux-mêmes qui sécurisaient ces communications. Et une entreprise, et pour ce type de communication,
pour qu'une entreprise, qu'elle soit française, en tout cas pour toutes les entreprises occidentales, ce ne sont pas des technologies qui s'exportent sans l'assentiment du ministère de la Défense. Ça veut dire que les autorités françaises étaient... C'est pour vous dire déjà, en attendant que vous allez plus loin, qu'il lui-même n'était pas encore bien parti pour parler de ça. Voilà. Oui, Julio, parlant de Kadhafi à ce projet, en fait, il faut séparer peut-être la personne du projet ou de l'idée en question pour ne pas aller dans certaines ambiguïtés. Le projet, c'est pour ça que le projet en lui-même... Ahmed Kadhafi, moi, je ne pense pas qu'il y ait des hommes qui soient, totalement indispensables. Si c'est une idée et que l'idée est viable, au plan africain, nous avons toujours, en fait, des mécanismes, bien des organisations qui puissent porter. Mais en fait, c'est quoi? Il faut que ces idées commencent par germer pour que, peut-être que nous ne sommes plus bénéficiaires, mais il faut que l'idée commence par germer pour avoir des canaux de communication propres à l'Afrique. Parce que nous ne savons pas ce que la géopolitique sera demain. Oui, sur tout ça, c'est important. Il y a la guerre communicationnelle, c'est des questions de souveraineté. Donc, il reviendra indubitablement aux États africains de prendre très tôt la mesure de la situation et de commencer déjà par avancer grandement sur ce dossier-là. On aimerait bien qu'il y ait des réseaux sociaux à notre niveau qui nous permettent de communiquer et qui constituent des alternatives à ce qui se fait ailleurs. Je veux aussi me réjouir d'une chose. C'est que nos États, c'est vrai, dans leur fragilité, semble-t-il, ont commencé par comprendre la géopolitique. Aujourd'hui, les États se réveillent. Et je suis persuadé que ces chantiers-là vont évoluer. Oui, vous savez, moi, parfois, je ris, parce que je prends le cas de la téléphonie mobile. J'ai vu dans des pays africains où des locaux ont créé leur réseau. Vous allez au Sénégal avec Tigo, mais j'ai vu comment les firmes multinationales, avec l'aide des nationaux, ont tué ces réseaux-là. Donc, les Africains parlent de quoi? Quand vos compatriotes créent des choses pour... et puis, vous vous associez entre griffes à la multinationale pour tuer ce qui est créé chez vous par vos compatriotes. Les Africains parlent de quoi? Ça s'appelle du business. Quel business? Quel business? Ça s'appelle du business. On dit qu'on veut promouvoir les opérateurs locaux. Et j'ai vu que le président Ouad, dans son temps, avait développé Tigo. Mais quand l'autre est arrivé, je ne vais pas appeler son nom, mais j'y étais. Je vois comment, pas de promotion, pas de techniques, on a tué facilement. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, un peu. Dans beaucoup de pays africains, la téléphonie mobile créée par les nationaux n'ont pas pu résister parce qu'il n'y a que dans le rang des politiques, on a soutenu la multinationale pour écraser le local. Donc, il faut que les Africains se réveillent ou disent qu'ils veulent participer. Non, on va mettre un gros bémol. Il faut d'abord reconnaître que la plupart de ces entreprises étatiques portées par des nationaux ont d'abord été victimes de mauvaise gestion. Il faut le dire. Je ne parle pas d'entreprises étatiques. Non, je parle de nationaux. Oui. Ont été victimes la plupart du temps de mauvaise gestion. Vous en avez la preuve? Au Bénin. On peut en parler d'ici. Télécel, c'était quoi? Bonne gestion. Et comment il s'appelle? Bénin Télécom. Non, pas Bénin Télécom. Vous voulez parler de Libercom? Ça, c'est Libercom, ça, c'est étatique. L'autre entreprise, Bel Bénin, c'était mauvaise gestion. Ah, c'est pas de la mauvaise gestion. C'est de la mauvaise gestion. Beaucoup d'entreprises nationaux ont été portées par des promoteurs nationaux ont été victimes de mauvaise gestion. Et de deux, par rapport aux grosses entreprises, en parlant de marketing, de promotion, de financement... Certains vous diront que mauvaise gestion, oui, mais les multinationales ont participé à cela. On trouvait des créneaux pour qu'il y ait mauvaise gestion. Quand vous ouvrez votre marché et vous êtes dans une libre concurrence, l'avantage et ce n'est pas seulement la téléphonie mobile, même le BTP, tous les autres secteurs, c'est que la plupart des multinationaux ont plus facilement accès au financement. Pourquoi? Orange ne va pas emprunter de l'argent chez BOA, ainsi de suite. Orange emprunte plus facilement de l'argent sur un marché où le taux d'intérêt est moindre, sur sa base, comme Maroc Télécom le fait ici, comme MTN le fait sur sa base. Une entreprise
béninoise portée par un promoteur béninois qui est restreint au marché béninois, évidemment que sa capacité d'endettement n'est pas la même que les entreprises multinationales. Et sur ce seul point, vous tue. Parce que là, vous n'êtes pas capable d'investir 1 milliard. Vous reconnaissez qu'on vous tue. Non, ce que je veux dire, c'est que ça vous tue, c'est la concurrence. Vous ne pouvez pas incriminer les autres. Avec la complexité de vos concurrents. Non, c'est un peu trop facile. Soit vous fermez votre marché. Je sais de quoi je parle. Soit vous fermez votre marché. La belle preuve au Nigeria. Vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence que les entreprises, il y a encore des entreprises nigérianes. Entre griffes, pour marché, pourquoi il n'y a qu'une seule entreprise nigériane de téléphonie mobile? Pourquoi le reste n'est que des multinationales étrangères? Il y en avait d'autres qui sont morts. Aujourd'hui, au Nigeria, il ne reste que Globalcom. Parce que Globalcom a essayé d'essayer de s'ouvrir d'autres marchés d'emprunt, de financement pour pouvoir résister. Sinon, Globalcom aussi serait mort depuis. La belle preuve, entre son emprise sur le marché nigérian, Globalcom n'a jamais réussi à s'exporter ailleurs qu'au Bénin et au Ghana. Et tous les deux ont échoué. Parce qu'on parlait du cas du Bénin. Au Ghana aussi, ça a échoué. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on veut du mal. Non, la concurrence a ses règles. Et quand vous ne pouvez pas jouer, effectivement, vous pouvez être mis sur le côté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, comme vous le dites, des implications de des coups bas. Mais avant tout, soit vous cloisonnez votre marché, vous restez seul sur le marché. Mais dès que vous ouvrez le marché, vous devez vous ouvrir à la concurrence internationale. Et tout le monde n'a pas les mêmes armes sur ce marché-là principalement. Mais ce que disait aussi Soudé, c'est qu'il y a à des moments donnés, au niveau de l'interne, les dirigeants ne vous aident pas à sécuriser votre marché. Parce que vous les avez cités. Par respect à Orange, nous n'allons pas. Oui, nous allons écouter. Non, en fait, ce que je disais à l'interne, quand il n'y a pas cette volonté d'accompagner certaines entreprises, évidemment, on ira rapidement vers la fermeture des locaux. Il y a qu'à des moments donnés, il faut que la volonté de l'État se manifeste pour que des entreprises locales puissent avoir les garanties nécessaires de survie. Ça, c'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Et oui, merci. Donc, ça nous a permis d'avoir quelques cours d'économie avec le maître Xavier. Merci beaucoup. Alors, nous avons encore quelques minutes pour parler quand même de cet arrêté préfectoral. Il faut qu'on en parle quelques minutes, oui, parce qu'il y en a qui se posent la question de savoir, est-il aujourd'hui difficile de circuler dans Cotonou au regard de ces interdictions par-ci, par-là, des voies bloquées par-ci, par endroit, interdiction de stationner, etc. On se demande, est-on véritablement libre de circuler aujourd'hui à Cotonou, Victor Bokor? Non, tout de suite, je dis que nous ne savons pas. Moi, personnellement, l'arrêté en question, je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore parcouru et je ne sais pas justement les raisons qui motivent à séquencer la circulation, surtout dans la ville de Cotonou. À savoir qu'il y a des tronçons entre 23h et 6h où le stationnement est interdit. Je pense que c'est au niveau de la zone de, si je ne m'abuse, dans la zone de Tokwa. De Tokwa Rouge jusqu'au niveau de Sojema. Oui. Je ne sais pas les réelles raisons. Elles peuvent être sécuritaires ou il peut y avoir d'autres implications. J'attends fondamentalement qu'il y ait des éclaircissements sur justement l'arrêté qui est pris pour mieux comprendre. Parce qu'au-delà, on pourrait dire que cela enfreint la libre circulation des personnes et des biens, mais il faut y regarder de près pour voir les réelles motivations qui motivent l'autorité préfectorale à aller vers un tel arrêté. Oui, monsieur Zoulé. Oui, je crois que j'ai toujours dénoncé cette affaire de nouvelle circulation à Cotonou. Parfois, que ce soit les Tokwa, que ce soit les camions, les gens vous empêchent de circuler. J'ai dit qu'il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. Cotonou, c'est vrai que ce n'est pas la seule ville du Bénin, mais c'est une vitrine. Parce que quand vous allez dans tous les pays, vous allez au Togo, vous parlerez de Lomé, vous allez au Ghana, vous parlerez d'Accra, vous allez ainsi de suite. Il faut que désormais on discipline les gens. Parce que les gens gardent n'importe où, n'importe comment. Et vous n'avez pas le droit. J'en ai vu tout à l'heure quand je venais au studio, quelqu'un qui s'arrête au beau milieu de la voie parce qu'il veut récupérer ses enfants et il met fait de détresse et puis il engueule tout le monde. C'est pas possible. La voie appartient à tout le monde. Il faut que l'autorité dise stop. Parce que vous voyez, la voie dont on a parlé, c'est quand même une zone marchande, on fait du commerce là, et parfois vous allez constater que on s'arrête au beau milieu de la voie, une bâchée s'arrête, ou bien une fougorette s'arrête parce qu'on veut ramasser des marchandises. On ne prend même pas les précautions, mais quand on a fini de décharger, on ne bouge pas le camion et ça empêche
la circulation. Donc je crois que une chose est de prendre les décisions parce que parfois on prend des décisions, mais il n'y a pas de suivi. Et le vigilant, sachant que c'est feu de paille, c'est un tigre en papier, il dit ils vont prendre la décision, quelques jours après, ils vont baisser les bras et ça continue. Parce qu'on a dit, quand on sort de votre studio pour aller à Porto-Novo, mais il faut voir tout le désordre qui se fait sur le pont de Tokpa, il faut voir tout le désordre. Des bus qui s'arrêtent en pleine circulation, qui créent des accidents. Depuis là, on dénonce, mais personne. Donc je crois que au-delà des arrêtés des préfectoraux, il faut que désormais les actions soient concertées et actives sur le terrain pour que nous puissions bien circuler. C'est vrai qu'entre-temps, on a donné il faut revoir les heures de circulation d'un certain nombre de moteurs pour permettre aux gens. Parce que quand vous quittez la maison, vous quittez votre maison à 7 heures pour vous rendre au boulot à 8 heures, vous supprimez d'être encore dans la circulation à 8h moins 10, ça pose un problème. Parce que pour votre propre sécurité, vous êtes sur une moto, peut-être les gros porteurs ou bien les véhicules ne vous donnent pas l'opportunité de circuler. Donc, il faut qu'on prenne les dispositions. Et moi, j'ai toujours dit, le préfet a pris. Nous avons des CA. Il faut que chaque chef d'arrondissement, parce que le préfet ne peut pas être partout à la fois, mais il y a des autorités déconcentrées, donc chacun doit pouvoir jouer sa partition pour que nous puissions réussir. C'est un grand défi, les problèmes de circulation à Cotonou. C'est un grand défi. C'est un grand défi, oui. Dans la zone citée, la zone de Tokwa, Omel jusqu'au niveau de la Sogema, c'est bien sûr une zone commerciale et c'est beaucoup plus des questions de sécurité où entre-temps c'était des braquages, à des braquages qu'on assistait, on braquait les boutiques, on rentrait des gens, on en stoppait. Et de l'autre côté aussi, du côté de Tokpa, de la descente du pont du Nouveau Pont, jusqu'au carrefour Lewa, cette voie aussi a été bloquée, ce qui crée peut-être, certains lui disent, des arguments aux entreprises, en tout cas aux commerçants qui sont là, qui n'arrivent plus à avoir le flux de clients nécessaire. Et ça trottine déjà dans leur tête. Je vais vous décrire chacun de ces acteurs pour vous montrer la pertinence des mesures qui sont prises. Mais déjà, la mesure en elle-même, déjà, moi, je n'ai plus de problème avec les arrêtés préfectoraux depuis 2016 parce que je me dis que ce n'est plus des actes isolés. C'est passé par un certain nombre de filtres. Il y a par exemple la cellule d'analyse des arrêtés préfectoraux installés à la présidence. Ça veut dire qu'une mesure comme ça qui est prise. Oui, ça existe encore. Quand vous lisez les arrêtés préfectoraux, vous regardez dans les considérants et les vues, vous allez voir toujours la mention, la structure existe toujours. Ça veut dire que la mesure est passée par un certain nombre de filtres avant de parler. Donc, c'est déjà une garantie pour moi. Deuxième chose, en venant sur les éléments factuels, Omel, jusqu'à tout là, c'est une zone commerciale. Au-delà des questions de sécurité, c'est des questions de fluidité. Ce dont on a besoin, on n'a pas dit que les véhicules ne vont pas circuler, mais les véhicules ne vont pas stationner. Ça veut dire qu'on doit avoir prévu, d'accord, des parcs de stationnement, si c'est même à 50 mètres, à 100 mètres. Parce que, en fait, ce qui est autorisé, quand vous voyez les horaires, c'est quoi? On dit, on ne peut stationner qu'entre 22h et 6h30 ou 7h. C'est pour permettre aux groupes porteurs pour venir décharger, puisque c'est une zone commerciale. Donc vous avez de 22h toute la nuit jusqu'à 7h, 21h, voilà, pour faire les éventuels déchargements ou chargements. Pour qu'en journée, la fluidité puisse être chose réelle. Parce que ce que nous constatons, vous-même des fois, quand on constate nous-mêmes que nous garons, d'accord, ou bien nous stationnons de manière anarchique, des fois, tu n'as même plus la place pour monter sur la terre. Toi-même, tu es obligé de rester. Tu regardes à gauche, à droite. Le propriétaire de la boutique même te fait des histoires. On te dégage. Pas le propriétaire de la boutique. D'accord, parce que tu vas acheter chez lui. Tu fais semblant de mettre, comme M. Soula dit tout à l'heure, de mettre un feu de détresse, comme si quelque chose t'arrivait, ainsi de suite, pour pouvoir. Or, en ce moment-là, tu crées le bouchon par-ci, par-là. Vous allez constater, dans la mise en œuvre, vous verrez clair la fluidité. Parce que quand ça marche bien, qu'est-ce qu'on observe? Les gens sortent des boutiques avec leur sac, on peut marcher de manière fluide, ainsi de suite. L'autre à terre, l'ancienne gare triangulaire, vers tout quoi. Circuler là aujourd'hui, d'accord, passant par 4 rapides jusqu'au carrefour Legba, circuler là aujourd'hui pour voir ce à quoi ça ressemble par rapport au passé. Je vous assure, tout c'est beau à voir.
C'est pour avoir, parce que les véhicules ne sont plus autorisés à stationner, à garer. À la veille de la rentrée, moi j'ai été acheter des sacs pour mes enfants. Je voulais garer quand, en même temps, le policier avec sa moto m'a suivi pour dire, monsieur, vous n'avez pas à garer là. J'ai dû aller tourner, mettre ça dans une autre vente, marcher tranquillement pour aller acheter mon truc. Et j'ai vu sur la tête, rien. Ça circule librement. Il y a des commerçants qui se plaignent. Il Oui, n'y a plus de justement, en fait, flux c'est une de question- clients qui ne C'est une viennent. question d'habitude. Ils vont, si tous nous prenons la même habitude, ils sont là, on sait qu'ils sont là, les gens iront acheter. C'est une question d'habitude. C'est pourquoi il est nécessaire que dans ces zones-là, qu'il y ait des parcs, qu'on prévoit des endroits pour des parcs de stationnement. Et pour que, au niveau de ces artères, ça puisse circuler libre. Je pense que ça serait même au bénéfice de ces boutiques qui leur permettra peut-être d'envisager peut-être d'autres façons de marketing, dans la ville, les avoir enseignes et autres des là. annexes. Ouais, moi je pense qu'ils sont même plus visibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier, parce que Il y a moins de trafic. il y a moins de trafic. Et on a même dégagé les bonnes dames qui étaient sur les trottoirs un peu partout devant les boutiques. Et c'est des histoires. Donc aujourd'hui, franchement, quand moi je prends la terre, je suis davantage fier. Et je dis, l'essentiel pour ceux qui avaient l'habitude de garer, c'est de prévoir les parcs de stationnement adéquats. Très bien. Oui, François David. Non, le CA Tomiti a tout dit. Le CA Tomiti a tout dit. Oui, Alphonse, vous suivez. Je crois qu'il faut que cela préoccupe tout le monde. La terre dont il parle, c'est vrai que le parc a été libéré, mais c'est devenu urinoir. C'est devenu urinoir. Les gens vont uriner là. Et maintenant, quand vous prenez le tronçon, en allant vers la station Legba aussi, les commerçants qui sont là n'ont pas totalement libéré l'espace. Quand vous êtes dans votre voiture, bien sur votre moto, vous êtes obligé de klaxonner à plusieurs reprises. Et puis, dans la rue, là, il y a un parking où là aussi, il crée l'embouteillage. Donc, je crois que c'est pourquoi j'ai dit... Il faut davantage libérer. Non, j'ai dit, le préfet ne va pas descendre là. Il y a un sécu dans la zone, non. Il y a un sécu dans la zone. Pourquoi il va dormir? Et c'est le préfet, le sécu est là aussi pour relayer les décisions qui viennent du sommet. C'est ça. Je pense que vous pouvez vous préparer pour les postes de secrétaire exécutif de mairie ou d'arrondissement. Là, vous pourrez... Merci à vous, chers chroniqueurs. Nous sommes donc à la fin de cette séquence. Ça se discute. Julio Tometti, juriste, merci d'être venu. Merci, M. Théodule. Très bien. Alphonse Moïse Soudé, merci aussi Merci pour vos analyses, Merci vos à appréhensions. vous. Et merci Victor Bocor. Merci Théodule. François Xavier Noumont, merci.